écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Droit et Société. Il y a quelques jours, au cœur de notre système démocratique, une décision est venue bousculer les équilibres institutionnels du pays. Le Conseil constitutionnel a tranché sur la réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Entre validité de nouvelles règles et censure de mesures controversées, cette décision historique interpelle la séparation des pouvoirs, le fonctionnement de l'Assemblée nationale et la garantie d'un état de droit. Que signifie ce blocage partiel entre les institutions, si blocage il y en a? Quelles limites pour nos députés? Jusqu'où va la protection des droits fondamentaux? Autant de questions clés que nous allons explorer au cours de cette émission consacrée à l'actualité juridique majeure de l'année. Pour y voir plus clair, nous avons le plaisir de recevoir Abdoulahat Seck. Il est maître en droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la Faculté des sciences juridiques et politiques. Monsieur Seck, bonjour et bienvenue. Bonjour Seydina, merci beaucoup pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, il est question de parler de la décision du Conseil constitutionnel relative au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Monsieur Seck, j'ai envie de vous demander quels sont les principaux points clés de la décision du Conseil constitutionnel relativement à cet règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Merci Seydina pour cette question. Concernant les grandes lignes de la décision du Conseil constitutionnel relatif du moins au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le Conseil a d'abord tâché de répondre à certaines questions de forme. Est-ce qu'il est compétent pour connaître de la constitutionnalité des lois organiques? Est-ce que la saisine est régulière? Et à ces questions de forme, le Conseil a répondu par l'affirmative. Concernant d'abord la question sur sa compétence, il s'est fondé sur l'article 92 de la Constitution et sur l'article 1er de la loi organique 2016-23 relative au Conseil constitutionnel pour, en tout cas, se déclarer compétent pour connaître de la constitutionnalité des lois organiques. Et concernant aussi la régularité de la saisine du Conseil constitutionnel, le Conseil, tout simplement, s'est basé sur l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution pour, en tout cas, déclarer la saisine régulière. Parce que, au regard, en tout cas, des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 78, il appartient au président de la République de saisir obligatoirement le Conseil d'un contrôle de constitutionnalité avant la promulgation de la loi. Et j'aimerais insister sur ce contrôle obligatoire des lois organiques. Pourquoi on dit que les lois organiques doivent faire l'objet, avant leur promulgation, d'un contrôle obligatoire? Il va falloir, pour répondre à cette question, s'intéresser à l'objet d'une loi organique. L'objet d'une loi organique, c'est de compléter, c'est de préciser la Constitution, sans la modifier. Donc, il va falloir, avant que cette loi puisse entrer dans l'ordonnancement juridique, qu'il puisse en tout cas faire l'objet, en tout cas, d'un contrôle de constitutionnalité. Donc, il faudrait que l'on s'assure que le contenu de la loi organique, qui n'est que le prolongement du contenu de la Constitution, puisse être conforme à celle-ci, donc à la Constitution. Ensuite, le Conseil a eu à, se prononcer sur la régularité de la procédure, en tout cas d'adoption de la loi organique. Et là aussi, il a répondu par l'affirmative en déclarant que la procédure par laquelle la loi organique a été adoptée est régulière. Et c'est après qu'il en est venu à apprécier la constitutionnalité des dispositions de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée qui comporte 136 articles. Et là aussi, pour l'essentiel, le Conseil a déclaré qu'en tout cas, les dispositions ne sont pas contraires à la Constitution, tout en émettant sur certaines dispositions des réserves d'interprétation. Néanmoins, le juge a eu à censurer certaines dispositions de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On va parler maintenant d'un article qui a fait bruit, l'article 56 en plusieurs alinéas, mais d'abord on va rester sur l'alinéa 2 qui, je le rappelle, permettait au président de l'Assemblée nationale de faire appel à la force publique pour contraindre une personne à comparaître devant une commission d'enquête. Cet alinéa 2 de l'article 56 a été censuré par le Conseil constitutionnel. Pourquoi? D'abord, pour répondre à cette question, il faudra rappeler les dispositions de
l'alinéa 2 de l'article 56 du règlement intérieur. Cet alinéa permettait tout simplement au président de l'Assemblée nationale de requérir une personne, c'est-à-dire de requérir la force armée pour faire comparaître une personne devant une commission d'enquête parlementaire. Et le juge, pour censurer cet alinéa, a commencé d'abord par dire que ce n'est pas parce qu'une personne est appelée à comparaître devant une commission d'enquête parlementaire que cette personne-là, c'est une mise en cause. Donc, la disposition, en tout cas, qui permet au président de l'Assemblée nationale de faire comparaître par la contrainte une personne devant une commission d'enquête parlementaire, cette disposition-là, elle est à censurer. Ensuite, dans ce passage-là, le Conseil semble dire tout simplement que cette possibilité-là, accordée au président de l'Assemblée nationale, remet en question, remet en cause le rôle de gardien des droits et libertés qui est conféré au pouvoir judiciaire, d'où même l'invocation de la violation de l'article 91 de la Constitution qui dispose que le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et par la loi. Et par la loi, mais on reste toujours à l'article 56, mais cette fois à son alinéa 5. L'alinéa 5 de l'article 56 qui a fait débat. Peut-être que les personnes, les citoyens n'auront pas compris de qu'on parle de censure. Or, il me semble qu'il ne s'agit pas de censure. Est-ce que vous pouvez revenir explicitement sur le fait, sur ce qui est arrivé, en tout cas à l'alinéa 5 de l'article 56? Oui, merci Seydina pour cette question. C'est très intéressant parce que dans les réseaux, on a l'impression que le juge constitutionnel a censuré l'alinéa 5 de l'article 56, alors que tel n'est pas le cas. Le juge a déclaré cet alinéa non contraire à la Constitution sous réserve, c'est-à-dire le juge a émis des réserves d'interprétation. Maintenant, il faudra aussi rappeler, c'est-à-dire les dispositions de l'article 56 alinéa 5, par exemple, qui permet à une commission d'enquête parlementaire d'auditionner, de convoquer un magistrat. Et là, le juge, pour garantir, pour préserver l'indépendance des magistrats, a émis des réserves d'interprétation, c'est-à-dire en assortissant cette disposition-là d'un certain nombre de conditions, en disant que pour préserver la séparation des pouvoirs, il faudra que la convocation soit volontaire. Pour préserver la séparation des pouvoirs, il ne faudrait pas que la convocation, il ne faudrait pas que l'audition porte sur des faits qui sont couverts par le secret des délibérations, par le secret en tout cas des délibérations et de l'instruction. Il ne faudrait pas aussi que cette convocation-là touche les éléments liés à une affaire en cours ou à une affaire passée. Tout ça, c'est pour tout simplement, en tout cas, garantir l'indépendance des magistrats. À vous entendre par rapport à cette réponse donnée à la question qui vous est posée, forcément, il y a des conséquences de cette censure ou de cette réserve d'interprétation sur l'équilibre des séparations des pouvoirs. Oui, bien sûr. Forcément, cette disposition-là, qui assortit cette convocation d'un certain nombre de conditions, en tout cas, a une incidence sur la séparation des pouvoirs. D'abord, dans cette disposition, dans ce passage, le juge constitutionnel commence par dire qu'il ne faudrait pas que cette convocation-là porte atteinte à l'indépendance des magistrats. Donc, cette disposition-là sonne comme un rappel pour le pouvoir législatif, en l'occurrence pour le Parlement, de respecter en tout cas l'indépendance de la justice, de respecter l'indépendance des magistrats. Le juge aussi, dans ce passage, rappelle au Parlement, rappelle aux commissions d'enquête parlementaire de ne pas s'immiscer sur la fonction juridictionnelle dont les juges, dont les magistrats ont la pleine responsabilité. D'accord, je crois que c'est assez clair maintenant. Ce sont les seuls articles censurés ou les seuls sur lesquels le Conseil constitutionnel a émis des réserves d'interprétation, ou existe-t-il d'autres articles sur lesquels le Conseil constitutionnel a fait l'objet de censure? Et concernant les articles qui sont censurés, en marge de l'alinéa 2 de l'article 56, l'alinéa 6 de l'article 60 du règlement intérieur a aussi été censuré pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 61 de la Constitution. Et ensuite, il y a l'alinéa 6 de l'article 111 qui a été censuré pour non-respect de l'article 86 de la Constitution. Et enfin, il y a l'article 134 du règlement intérieur qui a été censuré pour non-respect aussi des articles 99 et 100 de la Constitution. 99 et 100 de la Constitution. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que nous recevons aujourd'hui Abdoulaye Hatsek, il est maître en droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qu'aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, il est question d'échanger
sur la décision du Conseil constitutionnel relative au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Alors, M. Seck, comment le Conseil constitutionnel, justement, a-t-il évalué la conformité constitutionnelle de la procédure d'adoption du nouveau règlement intérieur? Et le Conseil, pour apprécier la procédure d'adoption de la présente loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée, il a évalué en tout cas sa constitutionnalité par rapport à l'aune de l'alinéa 1er de l'article 78 de la Constitution qui dispose que les lois organiques sont adoptées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Il faudra aussi le rappeler, le règlement intérieur est régi par une loi organique. Donc, c'est cette disposition-là qui va recevoir application. Et donc, puisqu'on a parlé de majorité absolue composant, c'est-à-dire composant l'Assemblée nationale, là, donc, cette majorité au Sénégal, l'Assemblée, c'est 165 députés. Donc, la majorité absolue, c'est 83 députés. 83. Et là, en l'espèce, c'est-à-dire la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée a été adoptée avec 138 voix pour. Donc là, globalement, on a complètement respecté la procédure d'adoption qui est prévue par l'article 78, alinéa 1er de la Constitution. La procédure a été respectée. Venons-en à l'article 60, plus particulièrement à son alinéa 6. Quelle est la position du Conseil constitutionnel sur cet alinéa 6 de l'article 60 concernant justement la procédure de radiation d'un député? Et la position du Conseil, elle est claire. Pour le Conseil, l'alinéa 6 de l'article 60, il est contraire à la Constitution. Il est contraire aux dispositions de l'alinéa 5, article 61 de la Constitution. Parce que, en tout cas, pour le Conseil toujours, en tout cas, cet alinéa 6, article 60, rétrécit le champ, en tout cas, qui est le champ d'application, en tout cas, des dispositions de l'article 61, alinéa 5 de la Constitution. Maintenant, qu'est-ce que dit cet alinéa 6, article 60? Cet alinéa 6 de l'article 60 dit que, c'est-à-dire le député peut faire l'objet d'une radiation à la suite d'une condamnation pénale entraînant la déchéance de ses droits civiques. Et c'est là où le bas blesse, parce que cette radiation suite à la condamnation pénale définitive entraînant la déchéance, cette disposition-là, entraînant la perte, n'est pas retrouvée, en tout cas, n'est pas prévue par les dispositions de l'article 61, alinéa 5 de la Constitution, qui se limite tout simplement à dire que la radiation du député est prononcée à la suite d'une condamnation pénale définitive. Donc là, il n'y a pas de condition relative, en tout cas, à la déchéance des droits civiques du député. C'est clair. Le Conseil a censuré. C'est très clair. Nous parlons d'articles, nous parlons d'alinéas. C'est parce que nous commentons une décision du Conseil constitutionnel. Chers téléspectateurs, l'article 134, M. Seck, relatif à la Haute Cour de justice. Alors, cet article a-t-il fait l'objet d'un rejet total? Et si oui, quelles en sont les conséquences? Oui, bien sûr, cet article a été totalement censuré par le Conseil constitutionnel. Parce que pour le Conseil, cet article d'abord régit les dispositions relatives à la Haute Cour de justice. Ces dispositions aussi relatives à la Haute Cour de justice, aussi régie par les dispositions des articles 99 et 100 de la Constitution. Et ces articles de la Constitution prévoient, par exemple, le renouvellement des membres de la Haute Cour après chaque renouvellement, après chaque législature pour le Conseil. Et en l'espèce, c'est-à-dire au regard de la présente loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée en son article 134, on ne retrouve pas, toujours pour le Conseil, en tout cas, des dispositions qui sont relatives au renouvellement des membres de la Haute Cour après chaque législature. Donc, laquelle loi organique a omis des dispositions qui sont prévues dans la Constitution, en l'occurrence en son article 100. Donc, laquelle loi organique, en son article 134, en tout cas, retranche les dispositions de la Constitution. D'où il y a lieu de censurer l'article 134. Alors, cette nouvelle décision ou cette décision du Conseil constitutionnel est sanctionnée, je l'ai dit à l'instant, par la validation de nouvelles règles, mais aussi par la censure de mesures jugées controverses. Et justement, M. Seck, quelles sont les dispositions acceptées par le Conseil constitutionnel sous réserve d'interprétation stricte et quelles sont les motivations de ces réserves? Et concernant les dispositions sur lesquelles le juge a eu à émettre des réserves d'interprétation, tantôt on a parlé de l'alinéa
5 de l'article 56. Donc, en marge de cet alinéa, il y a aussi l'alinéa 5 de l'article 15 de la loi organique qui a fait l'objet de réserves d'interprétation. Il y a ensuite l'article 16 et enfin, il y a l'alinéa 4 de l'article 57 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Maintenant, pourquoi ces réserves? Le juge émet ces réserves pour tout simplement sauver une disposition d'une norme contrôlée de la censure, pour sauver une disposition de la censure. Le juge entend tout simplement que le législateur n'a pas voulu transgresser à la norme constitutionnelle. Donc, il faudra enlever à la norme sa dose d'inconstitutionnalité. Raison pour laquelle le juge, par exemple, peut combler les lacunes qui affectent la constitutionnalité de la norme. Maintenant, pour illustrer cela, il suffit tout simplement de s'intéresser aux réserves qui ont été émises concernant l'alinéa 4 de l'article 57 du règlement intérieur. Maintenant, qu'est-ce que dit cet alinéa 4? Cet alinéa 4 dit que, en cas de constatation d'infraction, la commission d'enquête parlementaire peut saisir le procureur aux fins de poursuite. En cas de constatation d'infraction. Et alors qu'une commission d'enquête parlementaire ne peut pas constater une infraction, ne peut pas constater des infractions. Donc là, la commission d'enquête parlementaire, en tout cas, risque d'assumer une fonction qui doit être normalement assumée par le pouvoir judiciaire. Et là, le juge ne sanctionne pas, là le juge ne censure pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il manipule cette disposition-là pour la rendre, en tout cas, constitutionnelle. Maintenant, le juge dit qu'il faut entendre dans cet alinéa en cas de constatation de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale. Vous voyez, là, donc, le juge a protégé, en tout cas, cette disposition-là. Là, le juge n'a pas voulu censurer la disposition. En protégeant cette disposition, est-ce que le juge du Conseil constitutionnel a restreint les prérogatives de la commission d'enquête parlementaire? Moi, je préfère dire que le juge a rappelé, en tout cas pour le juge constitutionnel, il a tout simplement rappelé les limites constitutionnelles du champ d'action des commissions parlementaires. Parce que ces commissions-là ne doivent pas, dans leur action, s'immiscer, en tout cas sur les fonctions juridictionnelles dont les juges ont la pleine responsabilité. Ces commissions d'enquête parlementaire aussi, dans l'exercice de leurs prérogatives, ne doivent pas inquiéter les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Sur d'autres points aussi, on peut dire que cette décision-là peut entraîner une impertinence, en tout cas du travail des commissions d'enquête parlementaire. Et c'est la raison pour laquelle même le grand professeur Maïssa Diakhaté a parlé de théâtralisation des commissions d'enquête parlementaire, parce que pour le professeur, avec ces censures-là, on risque en tout cas de transformer les commissions d'enquête parlementaire en des scènes de théâtre, mais sans acteurs. Et donc, est-ce qu'on peut en déduire qu'à travers cette décision, le juge contribue à préserver peut-être l'indépendance du pouvoir judiciaire sénégalais? Oui, évidemment. En fait, moi, je pense que l'objet même de la plupart de ces censures, l'objet même de la plupart de ces réserves, c'est de préserver l'indépendance de la justice, c'est de préserver le principe de la séparation des pouvoirs. Par exemple, le juge, ici, dans cette présente décision, a rappelé tout simplement que le Parlement, que les commissions d'enquête parlementaire ne doivent pas s'immiscer sur les prérogatives dévolues au pouvoir judiciaire. Et ce n'est pas la première fois que le juge, en tout cas, adopte une telle posture au Sénégal. Il y a en 1993 une décision rabat d'arrêt, 23 juin 1993, par laquelle le juge a dit, je cite, en adoptant la loi organique 92-25, le législateur a outrepassé ses prérogatives et a empiété sur les prérogatives dévolues au pouvoir judiciaire. Donc, ce n'est pas la première fois que le juge, en tout cas, adopte une telle posture. Ce n'est pas la première fois que le juge enjoint au Parlement de respecter les prérogatives, de respecter les fonctions juridictionnelles normalement et entièrement assumées par le pouvoir judiciaire. Par le pouvoir judiciaire, c'est très clair, c'est très pertinent, monsieur Seck. J'ai envie de dire que le pouvoir dans les démocraties modernes est souvent identifié par rapport à l'institution. Et que donc aujourd'hui, le Sénégal est un État démocratique. On parle d'État démocratique, de démocratie moderne. On pense bien évidemment, premièrement, à la séparation des pouvoirs. Alors j'ai envie de savoir s'il y a un impact ou quel est l'impact de cette décision du Conseil constitutionnel sur les rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Oui. Je préfère dire que dans cette décision, ce qui a été le plus en jeu, ce ne sont pas les rapports entre l'exécutif et le législatif. Ce qui a été le plus en jeu, ce sont les rapports entre le législatif, le Parlement et
le pouvoir judiciaire. Peut-être dans la censure, en tout cas, de l'article 111 alinéa 6, là, on peut dire que là, on est peut-être dans les rapports entre l'exécutif et le législatif, parce que là, on est en train de parler de la motion de censure. Et la motion de censure, c'est une arme qui est donnée au Parlement de pouvoir, en tout cas, renverser un gouvernement. Peut-être sur ce cas de figure-là, on peut parler d'incidence, en tout cas sur les rapports, mais l'incidence même, elle n'est pas décisive. Parce que là, le Conseil a, par exemple, censuré cette disposition parce que cette disposition pose une interdiction qui n'est pas prévue par l'article 86 de la Constitution qui réglemente la motion de censure. La motion de censure. Finalement, quelle est la perspective ou quelles sont les perspectives pour l'Assemblée nationale? Quelle option s'offre à l'Assemblée nationale suite à cette censure partielle de son règlement intérieur? Moi, je préfère dire quelles sont les options qui se présentent tant devant le président de la République, qui est bien sûr chargé de promulguer la dite loi organique, et aussi les députés dont la loi organique a été censurée. D'abord, je tiens à rappeler une règle qui est posée par l'article 19 de la loi 2006-23 relative au Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que dit cet article? Cet article dit qu'en cas de déclaration de conformité partielle, si les dispositions qui ont été censurées sont inséparables du reste du texte, là, en tout cas, ce texte-là ne peut recevoir promulgation. Peut-être en l'espèce, ce serait beaucoup dire de parler en tout cas d'inséparabilité, parce que dans la plupart des dispositions qui ont été censurées, le Conseil a tenu à rappeler que ces dispositions censurées sont séparables du reste du texte. Il y a aussi d'autres scénarios qui se présentent devant l'Assemblée et le président. Par exemple, l'Assemblée peut décider de recourir à une nouvelle délibération en tenant compte, bien sûr, de la décision du Conseil, parce qu'il faudra le rappeler au regard des dispositions de l'article 92 de la Constitution. Les décisions du Conseil s'imposent au pouvoir public, donc les décisions du Conseil s'imposent au Parlement. Ensuite, il y a une option qui se présente devant le président de la République. Le président peut décider de promulguer la loi avec l'amputation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, parce que là aussi, le président, je tiens à le rappeler, est tenu de respecter les décisions du Conseil au regard de l'article 92 de la Constitution. Les décisions du Conseil constitutionnel, j'ai envie de dire, s'imposent à tous et à toutes. Alors, il y a un débat qui est né sur la transformation du Conseil constitutionnel. Nombreux sont des spécialistes du droit constitutionnel, de l'administration publique qui ont écrit sur ça. Nombreux sont des professeurs qui ont écrit sur ça. Mieux, le régime actuel parle souvent ou évoque fréquemment la suppression du Conseil constitutionnel. D'aucuns disent que c'était une promesse électorale déjà. Alors, suppression du Conseil constitutionnel au profit d'une Cour constitutionnelle, c'est ce qu'on dit souvent. Il y a un de nos professeurs, l'éminent Maïssa Diakhaté, que vous connaissez sûrement, que vous avez évoqué tout à l'heure. Il a publié un article intitulé « Pourquoi il faut censurer le Conseil constitutionnel ?» Quelle est votre analyse de cette proposition de réforme institutionnelle, M. Seck? Je vais d'abord commencer avec l'article du grand professeur Maïssa Diakhaté, que j'ai lu avec attention, que j'ai admiré aussi. J'ai bien aimé la partie où il parlait de constitution introuvable, en critiquant la censure qui a été faite par le Conseil constitutionnel concernant l'article 134. Il dit qu'au final, le Conseil, c'est-à-dire dit des choses que la Constitution et la loi organique n'ont pas dites. Parce que, par exemple, dans l'article 100, il est tout simplement dit que les membres de la Haute Cour sont désignés par l'Assemblée nationale après chaque renouvellement, alors que le Conseil, dans sa décision, parle de après chaque législature. Après chaque renouvellement est différent de après chaque législature. Après chaque renouvellement veut dire c'est-à-dire au début de chaque législature. Donc là, il y a une différence. J'ai bien aimé son article. Ensuite, il y a par rapport aux réformes, je pense que le régime en place en tout cas, a eu à faire un certain nombre de promesses. Par exemple, le fait de transformer le Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est ce qu'il faut mettre dans cette Cour constitutionnelle, c'est-à-dire les réformes profondes, pour reprendre les propos de l'un de nos grands professeurs à la fac. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette Cour constitutionnelle. Et moi, je pense que la première réforme doit être relative à l'ouverture de la saisine. C'est-à-dire qu'il faudra permettre aux citoyens de pouvoir
saisir en tout cas directement le Conseil constitutionnel. Il est à déplorer qu'au Sénégal, ce sont les autorités politiques qui peuvent en tout cas saisir le Conseil d'un contrôle par voie d'action. Et au moins du contrôle par voie d'exception, les citoyens, ce qu'ils peuvent faire, c'est soulever l'exception d'inconstitutionnalité. Et devant tout simplement deux juridictions, c'est-à-dire la Cour suprême et la Cour d'appel. Donc, il faudra permettre à ces citoyens de pouvoir en tout cas saisir le Conseil pour défendre, pour préserver leurs droits constitutionnels. Donc, c'est ça qui est important. Il y a d'autres pays, par exemple, qui instituent des modalités de contrôle par voie d'action exercées a posteriori. Pourquoi pas au Sénégal? Par exemple, cela existe au Bénin, cela existe en Espagne, l'amparo constitutionnel en Espagne, cela existe en Allemagne, le Verfassungsbeschwerde. Donc, il faut aller vers cette dynamique-là. Aussi, dans le projet PASTEF, il est, par exemple, promis aux citoyens d'instituer les plaintes constitutionnelles. Ça aussi, c'est une bonne chose. Ça permettra aux citoyens, en tout cas, de défendre leurs droits constitutionnels. Il est institué des modalités d'autosaisine. C'est possible, c'est-à-dire permettre à la juridiction constitutionnelle de pouvoir s'autosaisir. Ensuite, moi, je pense qu'il faudrait aller vers une ouverture des normes contrôlées. Au Sénégal, en principe, les normes qui sont contrôlées, ce sont tout simplement les lois ordinaires, contrôle facultatif, les traités internationaux, contrôle facultatif, et les lois organiques, contrôle obligatoire. Donc, pourquoi pas instituer aussi une modalité de contrôle de constitutionnalité des actes administratifs. En tout cas, ce serait aussi une bonne chose. Je pense qu'il faut aller vers cette dynamique aussi, essayer de changer un peu la désignation des membres du Conseil. Et je pense qu'aussi dans le projet PASTEF, il est prévu en tout cas une certaine diversification de la nomination des membres du Conseil. Et je pense que peut-être sous peu, ils vont réaliser toutes ces promesses-là qui ont été faites aux citoyens. Le plus important à vous entendre, ce n'est pas de changer pour changer, ce n'est pas les noms, mais comme vous le dites, je reprends vos propos, aller vers des changements, vers des réformes profondes. Merci beaucoup, M. Seck. Ça a été très passionnant de vous écouter, d'échanger avec vous sur un sujet ô combien important et un sujet d'actualité relativement à la décision du Conseil constitutionnel par rapport au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le temps qui nous est imparti, M. Seck, arrive à sa fin. Quel est votre dernier mot à l'endroit peut-être des Sénégalais qui vous écoutent, mais à l'endroit aussi de la communauté épistémique? Je tiens d'abord à féliciter tous les professeurs qui m'ont enseigné, parce que, en tout cas, si c'était pas eux, peut-être je ne me permettrais pas d'être là. Donc, je ne peux que les en remercier. Je tiens aussi à vous remercier de m'avoir, en tout cas, invité sur ce plateau. Je tiens à remercier l'ensemble de l'audimat, en tout cas, pour le temps, en tout cas, qu'ils nous ont accordé en nous écoutant. Merci beaucoup, M. Seck. Je rappelle que vous êtes maître en droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes sorti de la faculté des sciences juridiques et politiques. Merci pour la qualité de l'échange et je ne doute pas qu'il sera bénéfique pour toutes ces personnes qui suivront cette émission en direct, mais aussi qui vont suivre cette émission à travers nos canaux de diffusion d'informations. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de droit et société sur Télé-École. D'ici là, restez connectés sur Télé-École dans toutes ces plateformes où l'information éducative continue. Télé-École, la première télé 100% éducation en Afrique, au Sénégal. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École.